Harry Potter à l'école des sorciers. Par où vais-je bien pouvoir commencer? Pourquoi pas par le début de la production? Tout a commencé en 1997 avec la publication d'un roman écrit par une jeune femme appelée J.K. Rowling. Le livre s'est retrouvé sur le bureau du producteur David Heyman, qui le rangea dans un tiroir avant même de l'avoir lu, tout ça parce qu'il trouvait le titre pourri. Harry Potter et la pierre philosophale, ça faisait pourtant classe. Ça fait un petit peu aventure d'Indiana Jones et tout. Heureusement qu'il n'a pas vu le titre français, qui lui fait penser à une histoire de Martine. Une secrétaire de David Heyman, j'espère d'ailleurs qu'elle est devenue riche et qu'elle est en vacances à vie à l'heure actuelle, déterra le livre et le conseilla au producteur, qui finalement l'a tellement aimé qu'il s'est porté garant des adaptations de la saga en film. C'est ainsi que J.K. Rowling a vendu les droits de tous les livres à la Warner en 1999. Nombreux réalisateurs se sont proposés pour réaliser le film. Robert Zemeckis, Jonathan Demme, Wolfgang Peterson, Ivan Reitman, Peter Weir, Terry Gilliam ou encore, celui que vous attendez que je cite, Mr. Night Shyamalan. Mais le plus intéressant fut sans aucun doute Steven Spielberg. Et pourtant je suis sûr que les fans auraient haï son adaptation. C'est vrai quoi, vu comment il chipote sur des détails, du bois n'est pas dans le troisième film, c'est scandaleux. Ils auraient sûrement tenté de tuer Spielberg qui voulait concentrer la saga en une seule trilogie. Donc beaucoup d'éléments en moins. Et le faire passer dans une école magique aux aspects de faculté américaine, ce qui est loin de l'aspect gothique du bouquin et des films qu'on a aujourd'hui. Sans oublier qu'il allait choisir Ali Joel Osment dans le rôle principal et qu'il allait utiliser la performance capture. Il préféra finalement tourner AI intelligence artificielle avec le jeune acteur, tant mieux tant pis, et il garda la performance capture pour un film bien plus prometteur, à savoir Tintin. Encore une fois, tant mieux tant pis. Le poste de réalisateur revint finalement à Chris Columbus. Ce choix s'est révélé le plus judicieux au vu de la filmographie du réalisateur. La production débuta avec un écart d'1 an et demi prévu entre chaque film. Toutefois, suite à un retard de la production, la sortie en salle de Harry Potter à l'école des sorciers fut retardée de 6 mois, réduisant l'écart entre les deux premiers films à seulement 1 an. D'ailleurs, cette sortie coïncide avec celle d'une autre adaptation cinématographique que la Warner regrette un petit peu d'avoir refusée, à savoir Le Seigneur des Anneaux. Comme par hasard. Bon, ma théorie du complot mis de côté, passons au reste. En décembre 2001, croyez-le ou non, mais je regardais la vague Harry Potter d'un œil assez sceptique. Sûrement parce que j'étais en plein dans mon trip Digimon, Pokémon, Power Rangers, Escaflowne, etc. Et que Le Seigneur des Anneaux me semblait plus prometteur. Mais la vague finit quand même par m'atteindre avec le jeu vidéo sur PlayStation 1. Et ouais, à l'époque j'avais enfin une console actuelle pour l'époque, à savoir la PlayStation 2. Et ma sœur en a profité pour acheter le jeu vidéo Harry Potter, que j'ai suivi avec elle et que j'ai même fini. J'adorais l'univers, le scénario et la révélation à la fin, ce qui me donna envie de voir le résultat en film qui justement sortait à la même époque. Bon, l'anecdote dont tout le monde se fout passée, enchaînons avec le film. On commence donc à Private Drive, où le sorcier Albus Dumbledore, joué par le regretté Richard Harris, débarque en utilisant un mystérieux objet qui lui permet d'éteindre les lumières. Pratique. Il est rejoint par une sorcière zoomorphe, le professeur Minerva McGonagall, joué par Maggie Smith, et un géant sur une moto volante du nom de Hagrid, joué par Robbie Coltrane qui amène un bébé. Waouh! Dit comme ça, on a l'impression d'être dans un trip de cocaïne. Mais enfin, Dumbledore amène le bébé auprès de ses derniers parents encore en vie, les Dursley. Albus, vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Je les ai observés toute la journée, ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer. Je vous assure. C'est la seule famille qui lui reste. C'est sympa de penser au sens de la famille, Albus, mais je pense que le bébé préfère l'orphelinat en fait. Ce bébé représente beaucoup pour le monde des sorciers, c'est pourquoi Dumbledore préfère le laisser à l'écart du monde de la sorcellerie, pour qu'il soit à l'abri de tout ce que cela pourrait lui apporter, le temps qu'il soit prêt. Bonne chance, Harry Potter. On retrouve notre petit balafré 10 ans plus tard, où il est joué par Daniel Radcliffe. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi l'orphelinat aurait été plus bénéfique pour lui, vu qu'il se retrouve à dormir dans un placard, traité comme un esclave, alors que cette famille traite comme un prince un petit connard du nom de Dudley, qui a droit à 36 cadeaux pour son anniversaire, et trouve quand même une raison de se plaindre. 36. Mais l'an dernier, j'en avais 37. Oui, c'est vrai, mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Mais il m'en fiche qu'il soit plus gros. Putain, moi je suis aux anges quand j'ai 10 cadeaux pour mon anniversaire, et là il se blâme parce qu'il n'y en a que 36. Faut être con de ne pas avoir envie de lui donner une raclée à ce petit con, hein.
Ben justement, les Dursley sont un petit peu cons à traiter ce pauvre orphelin comme si on était dans Cendrillon 4. Voici Pétunia vieille bique Dursley, jouée par Lena du film Super Mario Bros. Et Vernon Papa Schultz Dursley, joué par Richard Griffiths. Je te préviens, mon garçon, à la moindre chose bizarre, à la moindre chose, tu seras privé de nourriture pendant 1 semaine. Et privé de bouffe? Et la protection de l'enfance ne s'est pas pointée pour l'envoyer en tôle? Et pourquoi il serait responsable des trucs bizarres qui pourraient arriver? Tu sais quoi? Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais me contenter d'un petit clip où il en prend plein la gueule. La petite famille va au zoo et vont voir la cage au serpent. Dudley joue les petits cons et Harry s'excuse pour lui auprès du serpent, qui, surprise, semble le comprendre. Est-ce que tu m'entends? C'est que je n'avais encore jamais parlé à un serpent. Est-ce que tu parles souvent aux gens? Tu viens de Birmanie, c'est ça? C'était bien là-bas? Ta famille te manque? Élevé en captivité? Je vois. Je suis comme toi. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents. Cette scène attire le chiant radar de Dudley qui pousse Harry de la vitre comme si elle n'était pas assez grande. Mais Harry fait disparaître sans faire exprès la vitre, mettant Dudley en cage et permettant au serpent le plus poli de l'histoire de sortir. Bien entendu, Vernon accuse direct Harry et l'enferme dans son placard. Après ça, Hibou envoie une lettre pour Harry qui attire l'attention des Dursley. Harry a reçu une lettre. Arrête, c'est à moi! Ah, toi, mais qui pourrait bien t'écrire, voyons? Oh merde, c'est les services de protection de l'enfance. On est mal, chérie. Vernon, bien sûr, fait en sorte qu'Harry ne lise pas la lettre. Autre clip, s'il vous plaît. Merci. Seulement, Vernon ignore que les hiboux sont fans de l'accumulation, vu qu'ils envoient de plus en plus de lèvres et qu'ils travaillent tous les jours, même le dimanche, ce qui amène une scène amusante où Vernon se réjouit de la venue du jour saint, alors qu'une avalanche de lettres débarque de partout au point d'inonder littéralement la maison. Malgré ça, Harry n'a pas pu lire la lettre, et Vernon fait carrément déménager toute la famille dans le trou le plus paumé imaginable. Fais un feu, Harry. Faites qu'un géant défonce la porte, me donne cette lettre, donne une leçon à mes kidnappeurs et m'envoie dans un monde magique où je ne les reverrai plus pendant 9 mois par an. Justement, voilà qu'Hagrid débarque. Désolé pour cette entrée. Il remet Vernon à sa place et apporte à Harry non seulement un petit gâteau d'anniversaire, mais surtout une révélation qui changera sa vie. Tu es un sorcier, Harry. Et enfin, il permet à Harry d'ouvrir et de lire cette fameuse lettre. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez? Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces sornettes. Vous le saviez. Vous l'avez toujours su et vous ne m'avez rien dit. Oui, nous le savions. Tu ne pouvais être qu'un sorcier. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Oh, mon père et ma mère étaient tellement heureux, tellement fiers le jour où elle a reçu sa lettre. Nous avons une sorcière dans la famille, n'est-ce pas merveilleux? J'étais la seule à la voir telle qu'elle était. Oh, monstre! Donc Pétunia est celle qui a forcé Vernon à être aussi salaud avec lui parce qu'elle était jalouse de sa sœur. Finalement, toi aussi tu mérites un clip où tu en prends plein la gueule. Les Dursley se disputent avec Hagrid sur comment ils ont menti sur la mort des parents d'Harry et il va même les traiter de moldus. Moldu? Ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Et j'adore particulièrement le moment où Hagrid se met à parler du directeur de Poudlard. Il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard. Albus Dumbledore. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie. N'insultez jamais plus Albus Dumbledore devant moi.
Donc Harry suit bien entendu Hagrid parce que même si c'est un petit peu menaçant, un mec qui débarque chez vous, défonce la porte et vous emmène dans un monde magique, c'est toujours mieux que d'habiter chez les Dursley. Ils vont se préparer pour son année scolaire avec une liste d'objets spéciaux, genre un animal, une baguette magique, un choudron, chose pas très facile à trouver à Londres. Heureusement Hagrid connaît l'endroit où il faut aller pour les trouver, le chemin de traverse. Sur le chemin, il remarque à quel point il est célèbre auprès des sorciers. Il rencontre son futur professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Quirrell. Harry Potter, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Ouais, ça n'aide pas trop de prendre une chochotte bègue pour un truc comme les défenses contre les forces du mal. Mais enfin, Harry et Hagrid ont bien sûr besoin d'argent pour leurs achats. Donc ils vont à la banque Gringotts, dirigée par des gobelins. Ils récupèrent l'héritage que les parents d'Harry ont laissé, ainsi qu'un objet mystérieux que le Dumbledore a chargé Hagrid de récupérer dans le plus grand secret. Ils font leur petite course et vont enfin acheter une baguette de sorcier chez Ollivander, joué par John Hurt. Cameo! Ouais, c'est un peu dommage de donner à un grand acteur un si petit rôle, mais il est quand même sympa à voir en vieux vendeur. Bon enfin, ils essayent différentes baguettes, mais ça tourne un chouïa en pagaille, jusqu'à ce qu'Ollivander lui fasse essayer une baguette bien spécifique qui répond parfaitement à Harry. Étrange. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? Ouais, ça c'est la question qu'on pose assez souvent quand on entre dans un monde où les bouts sont facteurs, les gobelins banquiers, où les balais sont des scooters volants et les bouts de bois des armes de destruction massive. Dans ce genre de moment, on se doute que le bizarre est assez dur à capter. Mais enfin, il explique que cette baguette est sœur avec une autre baguette, car fabriquée avec les deux seules plumes d'un seul phénix, et que cette autre baguette est celle qui lui a laissé sa cicatrice. Cette baguette appartenant à un sorcier dont on ne dit pas le nom. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais stupéfiantes. Hagrid le retrouve avec en cadeau une chouette du nom d'Edwige. Plus tard, Harry lui pose des questions sur celui qui lui a fait cette cicatrice, car il se doute bien que c'est le même qui a tué ses parents. Il s'agit de Voldemort, un sorcier maléfique qui recrutait des adeptes il y a 10 ans, tuant tous ceux qui lui résistaient, notamment les parents d'Harry. Le seul qui ne réussit pas à tuer fut le petit Harry Potter, ce qui le rendit si célèbre comme étant le garçon qui survécut. Il ne laissa que cette marque avant de disparaître, présumé mort, mais Hagrid se doute qu'il est toujours là. Le lendemain, ils vont à la gare. Hagrid laisse Harry seul avec son billet pour la voie 9/3. Ouais, c'est pas évident à trouver, mais heureusement Harry tombe sur les Weasley. La mère, Molly, jouée par Julie Walter, Cameo! pour le moment, et les enfants. Percy, les jumeaux Fred et George, Ron, joué par Rupert Grint, et la petite Ginny, qui ne va pas encore à Poudlard. Molly montre à Harry comment aller à 9/3, en fonçant comme un dingue sur une colonne de la gare. Ouais, il est beau le Poudlard Express avant de se faire taguer. Durant le voyage, Ron s'incruste auprès d'Harry avec qui il fait connaissance, et découvre avec stupeur qu'il est le célèbre Harry Potter. Ah, et qu'il est bourré aux as.